Déjà parti, de retour de vacances, ce que nous vous proposons cet été, c'est un petit détour par nos archives de la saison dernière. Au mois d'octobre 2014, nous avions repéré un projet Kickstarter prometteur. Il s'agissait de Prism. Oui, donc Prism, c'est un projet Kickstarter qui fait le buzz pour le moment. Qui en fait, c'est une petite pyramide. Le concept est vraiment tout simple. C'est une petite pyramide qu'on vient brancher d'un côté dans l'électricité, de l'autre côté à sa chaîne Wi-Fi ou à ses baffles. Et qui va permettre de créer un pont avec tout ce qui est plateforme musicale online. C'est un objet connecté, quoi. Voilà, c'est ça. Spotify, Deezer, SoundCloud, c'est ceux qu'ils ont prévu d'intégrer. Sauf que l'objet va aller plus loin, puisque quand on achète l'objet, on doit télécharger une application sur son téléphone ou sur sa tablette. L'application serait développée pour iOS et Android de nouveau. Et donc, permettrait de connecter, de faire le pont par rapport aux différentes plateformes qu'on utilise pour la musique. Mais sur la petite pyramide, il y aurait deux boutons. D'accord. Un cœur et une croix. Et donc, au fur et à mesure de ce qu'on entend, il suffirait d'appuyer sur le bouton, le petit cœur quand on aime, la petite croix quand on n'aime pas. Et le petit prisme va s'habituer. Il va prendre le temps d'enregistrer tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas, et il va nous proposer des nouveaux groupes, des nouveaux genres musicaux, mais qui sont proches de ce qu'on aime et des choses comme ça. Donc, ça existait déjà au niveau de différentes applications. La Stéphane, par exemple. Voilà, on pourrait se dire ça n'a rien de révolutionnaire, si ce n'est que c'est un objet physique, donc c'est quand même plus simple que de systématiquement aller dans son application, ceci, cela. Et où ils vont beaucoup plus loin, c'est que si, par exemple, j'invite 15 personnes chez moi, et qui sont utilisateurs ou qui ont téléchargé l'application, eux vont pouvoir aussi dire j'aime pas, et donc sur une soirée on va pouvoir adapter le style musical à la majorité des gens qui sont présents. D'accord. Il y a un petit micro qui est prévu aussi dans la petite pyramide Prism, qui va aussi pouvoir analyser s'il y a beaucoup de bruit dans la pièce, s'il n'y a pas beaucoup de bruit, quel style d'ambiance lui doit mettre. Et donc en fonction de ça, il va analyser. Donc je trouve qu'il y a un côté un peu rigolo, parce qu'effectivement on sort juste de l'application où on dit on n'aime pas. Ça va beaucoup plus loin, parce que même si j'ai des invités qui ont un Prism par exemple chez eux, mon Prism va pouvoir se connecter avec leur smartphone et récupérer leur playlist à eux et tenir compte du fait de qui est là, qui n'est pas là, quoi. Donc voilà, ça fait énormément de buzz. En 4-5 jours, ça a fait $68 000. Donc c'est un projet Kickstarter qui devrait aller jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans quelques semaines, c'est la rentrée des classes. Désolé de faire le rabat-joie, mais la période est idéale pour attaquer quelques révisions. Et l'occasion est idéale également pour reproposer l'application J'accorde, dont Marc vous parlait dans notre 9e épisode. Alors, tous ceux d'entre nous qui ont des têtes blondes savent que c'est pas toujours facile, même quand on est adulte d'ailleurs, de se rappeler de toutes les règles d'accords, d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, etc. Et il existe déjà une pléthore d'applications pour PC, pour tablettes qui se proposent de remédier à cet état de fait, mais force est de constater que généralement ces applications sont assez rébarbatives, voire quand elles ne sont pas simplement conçues en dépit du bon sens. Et c'est ici qu'intervient en fait une application qui s'appelle J'accorde, qui a été réalisée et développée par un monsieur qui s'appelle Antoine Van Etveld. C'est une application belgo-québécoise, disponible sur l'App Store et sur Google Play, et qui en fait aborde la problématique et le fait justement de savoir dompter les participes passés, les accords, de manière extrêmement ludique. C'est super bien fait, c'est vraiment un jeu. Ça permet également de garder un track record de la progression de l'enfant ou de l'élève, puisque l'application se destine aussi bien aux parents soucieux de l'orthographe et de la grammaire de leur progéniture qu'aux instituteurs qui veulent avoir un support didactique pour appuyer leurs cours. C'est basé sur le modèle du freemium, c'est-à-dire qu'à la base, l'application fournit quelques exercices de base et il y a un système d'in-app purchase qui va permettre de débloquer d'autres applications, d'autres exercices, d'autres collections. Aujourd'hui, il y a quand
même à peu près 2500 exercices qui ont été alimentés. Voilà, je voulais juste mentionner cette application parce qu'effectivement, on est tombé dessus et je trouve cette application tout simplement fabuleuse. Moi, je l'ai téléchargée. Dieu merci, mon fils n'a plus besoin de ce genre de choses aujourd'hui, mais rien que pour voir ce que ça peut offrir comme approche ludique à quelque chose qui est quand même une grosse problématique quand on regarde les tests PISA, on est quand même encore pas très très loin au niveau de la connaissance française. Je trouve que c'est une belle initiative pour justement apporter le petit plus qui rend les choses gaies, amusantes et pas chiantes, quoi. Tu l'as pas signalé, mais le design et les petits bonhommes sont très sympathiques. En plus. Et le gars l'est tout autant. Et il faut savoir que son idée vient de sa femme qui est institutrice. Donc c'est pas juste fait à l'arrache comme ça, c'est vraiment fait avec des contacts. Il a quand même passé entre 12 et 18 mois à développer son application et en fait aujourd'hui, bon voilà, il arrive sur le marché et il se destine principalement aux écoles. Même si l'application est disponible, Elle est disponible sur quel OS, on l'a dit peut-être ou pas? Tous. App Store, Google Play. Et il est en train de développer une version PC pour pouvoir jouer ça. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, ce serait quand même, c'est pas mal, parce que dans les salles de classe aussi, il y a des PC peut-être plus que de... il n'y a pas beaucoup de matériel informatique en général dans les écoles, mais... Surtout plus de PC que de tablettes, je pense. Quand on le cherche en cherchant Jaccord, simplement. On le cherche en cherchant Jaccord. On a mis le lien vers le site de l'application où il y a les liens pour le télécharger. Voilà, Jaccord, c'est pas nécessairement une application pour accorder sa guitare. Effectivement. Ah, ça pourrait, mais c'est pas le cas en l'occurrence. Toute autre chose. Au mois de mai, on apprenait que GoPro allait commercialiser autre chose que des caméras. Oui, et donc ça y est, c'est officiel. Okay. Donc on sait que GoPro va commercialiser un quadricoptère et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura donc 4 hélices, c'est tout. Non, un peu plus sérieusement, comme beaucoup de drones. Ils ont communiqué sur le fait qu'ils allaient effectivement commercialiser un drone, puisque c'est un petit peu dans l'air du temps et que de toute façon tous les concurrents créateurs de drones ne se privent pas pour faire des baquets pour les GoPro. Et donc GoPro a décidé de proposer son propre modèle. Ils ont annoncé qu'au niveau tarif, ce serait dans la ligne de ce que les concurrents font. Quand on sait que les concurrents vont de 399 € à 1099 €, ça laisse une marge à GoPro pour trouver sa place. Mais plus intéressant, ils ont communiqué, et c'était un des derniers points de Google I.O. Maintenant, sur le fait qu'ils allaient aussi travailler sur un système d'enregistrement multicaméra pour pouvoir capturer des vidéos en 360 degrés. On en a déjà parlé de projets concurrents, mais ici ce sera avec 6 caméras GoPro, et Google a annoncé de son côté à la fin de la Google I.O. que eux avaient un projet co-développé par GoPro, donc ce ne sera pas le produit fini brandé GoPro, mais un produit propre à Google. Et donc, on sent qu'il y a vraiment une grosse demande, et en tout cas que les marques veulent faire le pari de la réalité virtuelle et donc de l'enregistrement des vidéos en 360 degrés. Et donc, voilà, pour ceux qui ont des Gear VR ou qui comptent acheter des Oculus Rift, ils vont pouvoir avoir du contenu. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, j'avais vu un truc, je pense que c'était sur Kickstarter, un accessoire qui était une espèce de sphère, enfin en tout cas un module, qui était en fait dans lequel venaient se loger des GoPro, mais avec l'angle parfait pour que les images soient complémentaires. Et donc on avait un 360 qui, une fois passé dans un software propriétaire, permettait de replacer dans le plan l'ensemble des images. C'était assez bluffant. Je ne sais pas si ça aboutit ou pas. Seb, ça te rappelle quelque chose peut-être? Ça me rappelle un autre qui était exactement pareil. Il y a eu plusieurs idées dans ce sens-là. Et que tu envoyais, et effectivement, au moment où il se déclenchait 1 ou 2 secondes après l'avoir envoyé en l'air, et il te faisait une photo c'est ça, complète. C'est ça. Je pense que c'est ça qui a été fundé. Je pense. Et à propos des drones, une mini-remarque d'une demi-seconde, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est le marché américain ici qui s'intéresse aux drones, alors que le marché américain est extrêmement restrictif sur les drones, et c'est aujourd'hui le marché européen qui fait le plus d'argent et qui le vend le plus de drones, parce que nos législations sont beaucoup plus souple en la matière. Pour l'instant, ça va changer, paraît-il.
Je suis pas certain, en tout cas, aux États-Unis, ils vont l'assouplir. Nous, je ne suis pas certain qu'on le durcisse. Mais pour le moment, ça marche bien en Europe. Il y a déjà David, des concurrents, je pense, pour le drone prééquipé d'une caméra, le Phantom, je pense, ils ont un modèle c'est ça. Donc, ça, c'est le DJ2 Phantom 3 qui est un peu la référence, la star des drones pour le moment. Et de l'autre côté, on a des quadricoptères comme le Bebop qui est vendu 500 €, aux alentours des 500 €. Ouais. Et donc là, c'est le marché qui est capable de prendre des caméras ou des appareils photo, puisque le Phantom 3, lui, il est même capable de prendre un réflexe avec déclenchement par télécommande. C'est beaucoup plus cher. Et donc, oui, mais ça permet, c'est 1100 €. Ouais. Donc, c'est pas pour les gens qui font du modélisme dans l'aviation. Ouais, c'est pas des budgets qui sont complètement fous. Parce qu'il faut savoir qu'un hélicoptère ou un avion en modélisme, on est vite sur des budgets qui sont bien plus élevés que ça. S'il y a bien un truc frustrant avec l'impression 3D, c'est le temps que cela prend. Heureusement, il y a Carbon 3D, une solution 25 à 100 fois plus rapide que les imprimantes 3D traditionnelles. Extrait de notre épisode enregistré le 20 mars dernier. Et donc ici, il y a une société qui s'appelle Carbon 3D qui a imaginé un nouveau procédé d'impression, en partant du principe que tous les procédés actuels, en fait, se contentent simplement d'empiler des couches. Que ce soit de la résine avec un laser, que ce soit de l'impression avec une substance qui est fondue et qui est déposée layer par layer, ça reste toujours le même principe. Ici, en fait, ils ont développé une technologie qui n'imprime pas, mais qui modélise réellement avec un bain de résine et un laser qui fixe, un jeu de laser qui fixe qui piège des molécules d'oxygène pour accélérer la modélisation en 3D. Et en fait, ici, sur la vidéo que l'on montre, cette vidéo est accélérée 7 fois, mais ça vous donne une idée, parce qu'on voit vraiment l'objet sortir vraiment de rien, comme ça, du néant. On est à 7 fois, vraiment précis, on est à 7 fois la vitesse, mais c'est déjà rapide. Il faudrait le ralentir 7 fois pour mieux se rendre compte, mais on n'a pas le temps. Voilà, effectivement. Mais donc, un objet qui a une dimension de 10 cm de côté peut être ici imprimé en moins d'une heure. Oui, c'est ça. Comparé à ce qu'on a connu, c'est énorme. Et alors, pour l'instant, ils en sont juste au début de cette technologie. Pour l'instant, ils atteignent des vitesses 25 à 30 fois supérieures à ce que la concurrence offre. Mais ils annoncent aussi qu'avec une exploitation industrielle, ils pourraient atteindre effectivement des vitesses jusqu'à 100 fois supérieures. Oui. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal. Et puis surtout que financièrement, la technologie utilisée n'est pas plus chère que celle qui est utilisée actuellement. Ce sera, à mon avis, le coup de boost dont a besoin cette technologie, l'impression 3D de manière générique, parce que là, si ça n'avance pas beaucoup, c'est un peu le piège du bidule, c'est sa lenteur. David, il y a pas mal de produits qui existent grand public. On en avait testé un à l'époque des technophiles où on avait vu que c'était aux alentours de 600-700 € vendu en grande surface, mais un peu encore comme un gadget. Le truc pas vraiment fonctionnel, quoi. Ça reste ce qui est déjà commercialisé réellement reste gadget, ou alors est dans des tarifs qui sont pas prévus pour le grand public. La vidéo vaut la peine d'être regardée sur cette technologie-là, parce qu'effectivement ils abordent l'impression 3D autrement. Et donc s'ils arrivent à valider des coûts de production qui sont équivalents, on pourrait avoir une petite concurrence saine pour réactiver un petit peu l'intérêt de l'impression 3D. Il faut quand même pas oublier qu'HP avait fait une annonce il y a de ça quelques mois maintenant sur un produit grand public qui était aussi annoncé à des vitesses très très importantes. Et qui avait un autre avantage, je te coupe, mais qui avait un autre avantage également, qui était la possibilité d'imprimer avec plusieurs matières différentes en même temps. Et ça, c'est aussi un des coups de booster qu'on pourrait attendre du côté de la pression 3D, c'est justement cette possibilité d'imprimer directement des choses avec plusieurs matières. Donc, par exemple, des conducteurs et des pas conducteurs, par exemple, et des isolants, par exemple. Et on peut commencer à rêver à ce moment-là. Oui, Sébastien. Moi, je viens de regarder la vidéo, j'ai juste l'impression que c'est un gros moule à gaufres.
Tu vois, C'est un peu ça. pâte, et ça Ceci cuit, dit, ça monte. sur la technologie Un gros telle que tu l'expliquais, Marc, moi je me rappelle que les premières imprimantes 3D que moi j'ai vues, qui servaient à faire de la modélisation chez des architectes entre autres, fonctionnaient déjà selon ce principe d'un bain. Alors après on venait chauffer une partie de ce bain avec un laser pour durcir. Oui, ça restait du couche par couche. Ça restait du couche par et couche. c'était lent parce qu'il fallait attendre que la couche durcisse avant de la sortir du bain et passer à la couche suivante. Ici, la modélisation se fait réellement en 3 dimensions. Ouais. Et donc, au fur et à mesure que la tête, ce que Seb appelle le moule à gaufre, remonte, au fur et à mesure que la tête du moule à gaufre sort, c'est vraiment tout l'objet qui se construit au fur et à mesure. Ouais. Moi, je trouve ça passionnant. Sébastien, lui, il s'en fout, mais moi, je trouve La ça tête passionnant. sort et c'est un garçon. Il s'en fout pas tant que ça, Sébastien. Non, je m'en fous pas, j'aime bien le truc. Je suis dubitatif encore sur 2-3 Bah là, on a qu'une vidéo de 59 secondes. Bah oui. Ouais, un bain. Et elle aurait dû durer 7 minutes. Rends-toi compte. On Non, termine. mais attends, Ouais. ça fait un truc liquide, je sais pas, d'un point de vue pratique, je vois beaucoup d'accidents possibles par rapport à. Oui, c'est pas faux. Voilà quoi. C'est le genre de truc, c'est pas tout de suite pour chez soi. Hein, soyons Non, clairs. non, Voilà. En informatique, souvent, quand ça veut pas. Ça veut pas. Et pourtant, même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours une solution. Et c'est juste hallucinant. Quand j'ai lu la news, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ces 2 pauvres gars dans une cave dans la série IT Crowd. Donc avec la fameuse réplique Did you try to turn it off and on again? Donc est-ce que tu as essayé de l'éteindre et de le rallumer? et donc la NASA a eu une petite panique cette semaine. Une crise où donc l'équipage a dû quitter un des modules parce qu'il y avait soi-disant une fuite. C'était plus qu'un module, c'est toute l'aile, enfin toute la partie américaine, tout le laboratoire américain qu'ils ont dû évacuer. Donc il y avait une fuite de trucs... Liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement, ouais, je cherchais la traduction, merci. Et donc ils sont partis dans la partie russe, ils se disent mais ok, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le bordel, c'est quoi le problème? Et en fait la NASA a juste décidé d'éteindre et de rallumer le PC qui sonnait l'alarme, et il n'y avait plus d'alarme. C'était une erreur. C'est comme quoi des fois, hein, il peut se passer des choses. Moi, je me rappelle avoir regardé, parce que c'est une de mes passions, et je pense que je suis loin d'être le seul à être passionné par ça, de regarder NASA TV quand il y avait des missions de la navette, quand la navette volait encore vers la station orbitale, et je me suis amusé comme ça à rester devant mon ordinateur bêtement à regarder 2 pauvres gars dans une navette en train d'essayer d'installer Windows XP professionnel sur un ordinateur IBM, sur un portable, et ils étaient là avec leur DVD. Non, et ils n'y arrivaient pas parce qu'ils avaient chaque fois un écran bleu, et tout ça était diffusé en direct, et il y avait ce matériel tout autour dans le cockpit de cette navette spatiale qui fait rêver tous les gamins du monde, et enfin tous ceux qui sont passionnés par ça. Et là il y a 2 gars qui sont en train d'essayer d'installer un OS sur un ordinateur portable, et on se dit mais c'est une catastrophe. À quoi sert cet ordinateur? Si ça se trouve c'était juste pour envoyer des mails. On n'en sait rien. Donc voilà, comme quoi hein, ça peut arriver au meilleur, on va dire ça comme ça. On va tirer la prise ici et se promettre qu'on la rebranchera bien vite. À très bientôt, et comme toujours, on attend vos commentaires.